The Orlando Magic selects supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Feel that? Pop, pop, pop. Make them drop, drop, drop. Pop, pop, pop. Make them drop, drop, drop. Make it feel. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 40e épisode des NBA Stories. Comme d'habitude, démarrons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Un grand merci spécialement à Eddie qui a eu l'honneur de choisir le thème de cet épisode. Nous vous rappelons que nous offrons désormais des contreparties significatives en échange de votre générosité. Si vous désirez également nous supporter, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour offrir un don. Merci à tous! Si les New York Knicks, l'une des franchises les plus mythiques de l'histoire du basketball, se distinguent depuis plusieurs années par leur médiocrité, il fut un temps où l'équipe trônait tout en haut de la NBA. Lorsque l'on évoque les périodes dorées de la franchise, un nom revient rapidement en tête, Patrick Ewing. Génial pivot de 2,13 m, Ewing est largement considéré comme le plus grand joueur de l'histoire des Knicks et nous allons aujourd'hui vous raconter son incroyable récit. Sans plus attendre, faites chauffer les baguettes et embarquez dans un taxi jaune à la découverte de Patrick Ewing, la légende des New York Knicks. C'est sous le soleil de Jamaïque que débute notre aventure au milieu des années 60. Malgré sa petite taille et sa faible population, la Jamaïque se distingua dès son indépendance par sa vie culturelle très riche qui lui permit de se faire connaître dans le monde entier à travers notamment des genres musicaux comme le reggae ou le ska. C'est dans la capitale Kingston que naquit Patrick Aliosus Ewing le 5 août 1962. La Jamaïque étant une ancienne colonie britannique, les sports du royaume étaient très populaires sur l'île et le jeune Ewing excellait notamment au cricket et au football. Son enfance paisible prit un tournant en 1975. À la recherche d'une vie meilleure, la famille Ewing décida d'immigrer aux États-Unis en s'installant à Cambridge, dans la banlieue de Boston, alors que Patrick n'avait que 12 ans. Le changement de culture fut rude pour l'adolescent. La chaleur des Caraïbes avait été remplacée par la grisaille de la Nouvelle-Angleterre. Son accent jamaïcain fut moqué par ses camarades de classe et surtout, sa grande taille ne passa pas inaperçue où qu'il se trouvait. Mais le jeune Ewing se distingua rapidement par une qualité qui lui sera précieuse dans la suite de sa vie, la persévérance. Au fur et à mesure de ses efforts, son intégration en Amérique fut croissante, mais une activité lui manquait terriblement, le sport. Aux États-Unis, le football et le cricket n'étaient pas populaires, et le jeune Patrick Ewing ne connaissait alors rien du basketball. Sur la route du retour, une fois l'école terminée, il fut interpellé par des jeunes jouant au basketball de rue. Médusé par sa si grande taille, ils proposèrent à Ewing de se joindre à eux, et ce dernier fut de suite captivé par la balle orange. À l'âge de 14 ans, Ewing mesurait déjà 1,95 m et fut donc logiquement choisi pour concourir avec l'équipe de basketball de son collège. Malgré son éducation primaire de ce sport, c'est encore et toujours à travers son goût pour le travail acharné qu'il se fit peu à peu un nom dans son quartier. Un an et demi plus tard, Patrick Ewing avait déjà atteint la taille de 7 pieds, soit 2,13 m. Mais plus qu'un simple monstre physique, le jeune joueur avait également développé des qualités techniques qui lui permirent de se montrer efficace aussi bien en attaque qu'en défense. Alors qu'il n'avait découvert le basketball que quelques années auparavant, Ewing réussit à mener l'équipe de son lycée jusqu'à 3 titres de champion consécutifs et devint dès lors une célébrité locale. Désormais, Ewing était considéré comme l'un des meilleurs prospects du pays et les plus grandes universités lui firent des yeux doux pour le voir rejoindre leur programme. Le public se montra insistant pour qu'il choisisse de rester à la maison en s'engageant avec l'université de Boston. Mais Ewing était prêt à voler de ses propres ailes. In order for me to grow as a person, I had to get away from home. After considering all the fact, my decision is to attend Georgetown University. Send it in, Patrick. Blocked by Ewing. 44 last night. Ewing takes a jump. Keep Wingate. Double team baseline. Gets it off for Ewing. Works Addison. 2.
in, Patrick. Sous la coupe du mythique coach John Thompson, Ewing devint l'un des premiers joueurs universitaires à devenir titulaire dès son année de rookie. Il mena les Hoyas de Georgetown jusqu'à leur premier Final Four depuis 1943. Éliminant l'université de Louisville, les Hoyas se dirigèrent tout droit en finale contre les Tar Heels de Sam Perkins, James Worthy et d'un certain Michael Jordan. Everybody didn't look at us as they looked at North Carolina or all the other schools. Sachant la tension de ce duel, le coach John Thompson ordonna à Ewing de contrer le plus de tirs possible, même illégalement, pour imposer sa stature dans la raquette et faire craindre les joueurs adverses. Cette tactique se montra très efficace et les Hoyas parvinrent à mener d'1 point à la fin du match. Avec 16 secondes à jouer, Michael Jordan inscrivit un tir précis dont il a le secret pour redonner l'avantage à son équipe. À 15 secondes du terme du match, Georgetown possédait amplement le temps pour marquer le panier de la gagne. Mais Freddie Brown commit une énorme bourde en passant la balle du match dans les mains d'un adversaire. Malgré cette terrible défaite, les Hoyas avaient tout de même réussi la prouesse de s'imposer comme l'une des meilleures équipes du moment et à réussir à rivaliser avec les puissants Tar Heels. Mais Ewing ne savait pas encore que Michael Jordan viendra se présenter encore de nombreuses fois sur son passage. 2 années après cette finale perdue, le pivot de Georgetown mena son équipe jusqu'à une nouvelle finale, cette fois-ci face à l'université de Houston d'Hakeem Olajuwon. Très appliqués du début à la fin, les Hoyas remportèrent cette rencontre par 9 points d'avance pour glaner le premier titre de leur histoire. En récompense de ses efforts, Ewing fut distingué par la récompense de meilleur joueur de l'année. Toujours en quête de victoire, Ewing continua sa magnifique année en gagnant une médaille d'or lors des Jeux Olympiques de 1984. Dès la saison suivante, il porta encore une fois son équipe vers la finale universitaire face aux Wildcats. Pourtant donnés favoris, les Hoyas perdirent finalement cette rencontre par 2 petits points, empêchant ainsi à Ewing de remporter un 2e titre consécutif. Malgré cela, ces 4 années à Georgetown sont toujours aujourd'hui considérées comme l'un des plus incroyables parcours de l'histoire du basketball universitaire. Avec un titre de champion et des distinctions personnelles à revendre, c'est tout naturellement qu'Ewing se dirigea vers la NBA. L'année 1985 vit un changement dans les règles de la Grande Ligue, qui mit en place une loterie pour définir les positions de draft afin d'empêcher aux équipes de perdre volontairement. 7 franchises concoururent ainsi pour obtenir le premier choix de cette draft. Parmi elles se trouvent les New York Knicks. Fondés en 1946, les Knicks sont l'une des franchises les plus mythiques du basketball. Ils se montrèrent performants peu après leur création, en participant à 3 finales NBA dans les années 50, qu'ils perdirent toutefois. L'arrivée du coach Red Holtzman à la fin des années 60 permit à l'équipe de revenir sur le devant de la scène et de remporter ses 2 premiers et seuls titres de champion en 1970 et 1973. L'équipe ne parvint ensuite plus jamais à retrouver les finales NBA et fut l'une des pires de la ligue en ce milieu des années 80. Toutes les franchises croisèrent les doigts pour obtenir le droit de sélectionner Ewing. Et une équipe aussi mythique que les Knicks savait bien à quel point une telle tête d'affiche pouvait leur être précieuse. Au fur et à mesure de l'événement, le commissionneur David Stern sélectionna des enveloppes pour tirer au sort les équipes. Quelques minutes plus tard, 3 franchises étaient encore en lice, les Clippers, les Pacers et les Knicks. L'enveloppe de Los Angeles étant choisie en 3e position, c'était ensuite un duel à 2 entre Indiana et New York qui se présentait. You know, I wanted to go to New York. The second pick in the 1985 NBA draft goes to the Indiana Pacers. Basketball is back in New York City, my friend. C'est donc au terme de cette soirée riche en suspense que les Knicks obtinrent le premier choix de la draft. Une légende urbaine accuse la NBA d'avoir trafiqué cette loterie pour permettre à Ewing d'aller dans le plus gros marché du pays. Mais cela reste toujours au stade de la rumeur jusqu'à aujourd'hui.
Le 18 juin 1985, c'est finalement sans surprise que les New York Knicks sélectionnèrent Patrick Ewing à l'ouverture de la draft. Press in New York has been known to put a lot of pressure on players who perform in the professional ranks. How do you feel you're going to be able to handle that pressure that's put on your shoulders? What pressure? Well, that's a good answer. I like that. Dès l'arrivée d'Ewing, les habitants de la Grosse Pomme croyaient enfin pouvoir redorer le blason de leur équipe phare avec le pivot en tête d'affiche. He's going to be a great ball player. Knicks are going to win a championship this year with him. He's incredible. He's amazing. This is my birthday present coming here. Avec 20 points en moyenne par match, le jeune Ewing obtint sans contestation la récompense de Rookie de l'année, mais les Knicks étaient bien loin d'être prétendants au titre. Avec Patrick Ewing de nombreuses fois sur la touche pour cause de blessures et un effectif plus que limité, l'équipe de New York remporta seulement 23 matchs cette année-là, synonyme d'une dernière place de sa conférence. L'année suivante ne sera pas bien différente. Ewing réussit à compiler 21 points et 9 rebonds de moyenne, mais manqua à nouveau près de 30 matchs. C'est finalement encore à la dernière place de la conférence Est que les Knicks conclurent leur saison. The New York Knicks and their fans, it has been a nightmare. Now this is an organization which owns some of the NBA's top talent, but there have been injuries. There has been a coaching change, and a year which began with so much promise has turned into the third straight season without a playoff berth. Malgré des débuts compliqués, c'est encore une fois à travers son incroyable éthique de travail que Patrick Ewing vint à faire taire toutes les critiques. I think that those 2 years, I used them as adjustment periods, and I feel fine. I think that the best is yet to come. La renaissance des Knicks débuta premièrement par la sélection du génial meneur Mark Jackson lors de la draft 1987. Son entente avec Patrick Ewing fut instantanée et le jeu rapide prôné par Rick Pitino permit au duo de faire des merveilles. Enfin épargné par les blessures, Ewing réussit à participer à tous les matchs de la saison régulière pour permettre à son équipe d'enfin retrouver la joie des playoffs. Bien que les Knicks s'inclinèrent au premier tour face aux puissants Celtics de Larry Bird, cette saison fut tout de même une réussite pour l'équipe de New York qui s'améliorait toujours davantage. De plus en plus épanoui, Ewing continuait sur sa lancée en portant les Knicks à la seconde place de sa conférence lors de la saison 1989. Surtout, pour la première fois depuis 5 ans, l'équipe de New York parvint à passer un premier tour en balayant les Sixers 3-0. 7 ans après leur affrontement en finale universitaire, Patrick Ewing et Michael Jordan se retrouvèrent en demi-finale des conférences 1989. Trop limités, les Knicks ne purent rien faire face à la force de frappe des Bulls, qui remportèrent ce duel 4-2. Qu'importe, Patrick Ewing n'était pas prêt à renoncer à son ascension et écrasa toute la concurrence pour compiler 28 points de moyenne lors de la saison suivante. Cette fois-ci, aucun doute, l'ère Patrick Ewing à New York avait bel et bien commencé. Or even Indiana, it's the Knicks, back on pace, back in the chase, that's right, the 8th seed in the thick of the race, and while you try and react to the shots we be blocking, check out the team that keeps the Gordon rocking, Green, hitting threes, playing D, Houston launching jumps from the top of the key, and Ward, Super Charlie, Larry, Thomas, just got introduced to Patrick Ewing. Finissant la saison 1990 à la 5e place de la conférence Est, les Knicks réussirent à éliminer les légendaires Boston Celtics au premier tour, avant de tomber face aux Bad Boys de Détroit, futurs champions. Dès lors, il semblait que les Knicks avaient touché un plafond de verre. Les entraîneurs se succédèrent à un rythme effréné et l'équipe de New York se fit balayer 3-0 en play-off contre les Bulls de Michael Jordan. Avec des joueurs talentueux comme Mark Jackson, John Starks et bien évidemment Patrick Ewing, les Knicks avaient toutes les cartes en main pour devenir favoris au titre.
Mais la nomination avec succès de Phil Jackson aux Bulls vint confirmer qu'un bon chef d'orchestre est la meilleure façon de jouer en parfaite harmonie. À cause de la valse incessante d'entraîneurs, les Knicks n'arrivaient pas à inscrire véritablement un homme à la tête de leur projet. Mais tout cela changea le 31 mai 1991. The New York Knicks are very proud to announce today the appointment of Pat Riley as head coach of the New York Knicks. Natif de l'État de New York, Pat Riley avait connu une décente carrière de joueur avant de crever l'écran en tant qu'entraîneur. À la tête des Los Angeles Lakers de Magic Johnson, il était parvenu à faire de cette équipe une véritable dynastie en remportant 4 titres de champion dans les années 80. Après 9 années riches en intensité à Los Angeles, Riley s'éloigna brièvement des terrains avant de faire son grand retour à la tête des New York Knicks. D'abord sceptique, Patrick Ewing découvrit rapidement le génie de son nouveau coach qui reproduit avec succès le jeu spectaculaire qu'il avait mené en Californie. Plus fort que jamais, les Knicks éliminèrent les Detroit Pistons au premier tour des playoffs avant de retrouver leur plus grand bourreau, les Chicago Bulls. Cette fois-ci, Patrick Ewing était décidé à ne pas se laisser marcher dessus par Michael Jordan. En croisade, les Knicks réalisèrent l'exploit de remporter le premier match de cette série à Chicago. Cela fut rendu possible par la prestation stratosphérique d'Ewing. 34 points, 16 rebonds et 6 contres. Féroce compétiteur, Michael Jordan n'abdiqua pas si facilement et retourna la situation en remportant les 2 rencontres suivantes pour désormais mener la série 2-1. Dès le lendemain, New York égalisa à 2-2, mais perdit d'une courte tête au match 5 à Chicago. La 6e rencontre de cette série était donc décisive. À une seule défaite de l'élimination, Ewing savait qu'il fallait mettre les bouchées doubles. Avec 27 points, 8 rebonds et 3 contres, il permit aux Knicks de remporter ce duel et ainsi s'offrir un match 7 aux allures de finale. Appliqués comme jamais, les Knicks parvinrent à tenir le rythme infernal imposé par leur adversaire en retournant au vestiaire mené de 5 petits points. Mais dès la seconde mi-temps, il apparut clair que New York n'avait pas les ressources nécessaires pour contrer un Michael Jordan en fusion qui inscrivit 42 points ce soir-là. Les New York Knicks s'inclinèrent finalement par 19 points d'écart et Ewing de réaliser que sa malédiction face à Michael Jordan était loin d'être rompue. Le joueur new-yorkais retrouva son concurrent dès l'entre-saison, mais cette fois-ci en tant que coéquipier. En effet, pour la première fois de l'histoire, les joueurs professionnels étaient autorisés à concourir aux Jeux Olympiques. C'est ainsi que la fabuleuse équipe surnommée Dream Team se déplaça à Barcelone pour écraser toute la concurrence sur son passage. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird ou Charles Barkley, autant de légendes de la balle orange qui composèrent cette équipe aux côtés de Patrick Ewing. Bien trop puissants, les Américains se transformèrent en véritables bulldozers pour balayer la concurrence proposée et remporter une médaille d'or haut la main, la 2e de Patrick Ewing. Mais le Graal suprême du joueur new-yorkais portait encore et toujours le nom de titre NBA. Jusqu'à présent, tous ses rêves d'en obtenir un furent contrecarrés par le génie de Michael Jordan, qui élimina encore une fois les Knicks en 1993. Mais une incroyable opportunité se profilait à l'approche de la saison 1994. Mentalement épuisé, l'icône des Bulls décida de se retirer prématurément des parquets. Cela fut perçu par de nombreuses équipes de talent comme la possibilité d'enfin pouvoir gagner un titre en s'affranchissant de la domination de Jordan. Un fait que Patrick Ewing avait bien compris. Sur son petit nuage avec 24 points et 11 rebonds de moyenne par match, le pivot mena son équipe à la seconde place de la conférence Est. Après avoir éliminé le voisin des New Jersey Nets, il fallait retrouver les Bulls en demi-finale. Mais même sans Michael Jordan,
l'équipe de Chicago restait très difficile à manœuvrer et il leur fallut finalement 7 matchs épuisants pour s'en défaire. I know that your goal is to win an NBA championship, but it had to feel nice to go through the Chicago Bulls finally. Oh, hell yeah. Hell yeah. It feels very good. You know, everybody's been writing us off, you know, and I've been listening to all the people, you know, the commentators and everything. But we showed them that we're a better team. We came out when we had to and kicked butt. This is from my father. He told me that, you know, he didn't want me to see me home early this summer. So, Pop, this is for you. Au tour suivant, les Indiana Pacers proposèrent également une féroce adversité. Et c'est encore une fois en 7 longues rencontres que les Knicks parvinrent à s'offrir un billet pour les finales NBA. Il s'agissait là de la première fois depuis 1973 que New York participait aux finales. Et Patrick Ewing n'avait jamais été aussi proche du titre suprême. En face de lui se trouvaient les Houston Rockets d'Hakeem Olajuwon, eux aussi à la recherche de leur premier titre. 2 gros marchés, 2 stars et 2 équipes avec le couteau entre les dents. Voilà l'affiche des finales 1994 que la NBA avait à cœur de promouvoir. Dès le premier match de cette série, il fut clair que c'était la défense et non l'attaque qui permettrait à l'une des 2 équipes d'imposer sa domination. Lors de cette rencontre, Hakeem Olajuwon l'emporta sans contestation sur son adversaire pour remporter ce match à la maison. Mais malgré un Patrick Ewing timide, John Starks réussit une grande prestation pour remporter le 2e match et ainsi égaliser la série. Sans aucun doute, les 2 équipes n'étaient pas prêtes à rendre les armes si facilement et allaient combattre jusqu'à la toute dernière seconde. De retour à New York, les Knicks avaient là l'opportunité rêvée pour prendre le large. Mais c'est encore une fois Hakeem Olajuwon qui remporta son duel face à Ewing en compilant 21 points, 11 rebonds et 7 passes décisives pour gagner ce match d'une courte tête. Malgré un Olajuwon toujours effervescent, les Knicks parvinrent à remporter les 2 rencontres suivantes. Cela fut notamment rendu possible par les 8 contre d'Ewing lors du match 5. Les New York Knicks menaient alors la série 3-2 et n'étaient donc qu'à une seule victoire d'un titre de champion. Ce match 6 sera très haut en intensité et les 2 équipes ne parvinrent pas à se départager. Menés de 2 petits points, les Knicks possédaient la balle de match pour devenir champions. En grande forme, c'est dans les mains de John Starks que ce tir échoua. Avec 4 secondes à jouer, il s'élança avant de voir son tir contré par Olajuwon. Cette fin de match terrible vint confirmer un triste fait pour les New-Yorkais. Hakeem Olajuwon était assurément bien supérieur à Ewing dans ses finales. Le joueur new-yorkais sera encore une fois moyen lors du match 7, tandis que son coéquipier John Starks se perdit totalement en inscrivant seulement 2 de ses 18 tirs. De l'autre côté, Olajuwon sera tout proche d'un triple-double lors du match 7 qui vit finalement les Rockets remporter le premier titre de leur histoire. Le terrible épilogue de cette saison 1994 sera finalement la plus proche opportunité pour Ewing d'obtenir une bague. Les Knicks ne parvinrent pas à dépasser les stades des demi-finales durant toutes les saisons suivantes et Patrick Ewing vit son rêve s'éloigner davantage. La saison 1998-1999 est largement considérée comme l'une des pires de l'histoire moderne de la NBA. Michael Jordan venait de prendre sa retraite et un lockout raccourcit drastiquement la durée de la compétition. Le train semblait être passé pour les New York Knicks de Patrick Ewing, qui conclurent la saison à une 8e place de la conférence Est. Pourtant, une magnifique épopée se présenta lorsque New York élimina successivement Miami, Atlanta, puis Indiana pour rejoindre les finales NBA. Patrick Ewing ne joua qu'un rôle mineur cette saison, lui qui combattit une sérieuse blessure au tendon d'Achille. Cela lui empêcha de tenir son rang en finale et les Knicks s'inclinèrent finalement 4 matchs à 1 face aux Spurs. 9 ans après sa draft, Ewing s'était imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Knicks. Bien qu'il ne gagnât pas de titre,
il fut l'une des vedettes les plus populaires de la grosse pomme. Aux côtés de ses exploits sportifs, il fut aussi très impliqué auprès de la jeunesse, ce qui contribua à augmenter sa reconnaissance. Un joueur de la stature de Patrick Ewing ne pouvait que finir sa carrière en tant que monument des Knicks. Pourtant, l'impensable se produisit lorsque la franchise new-yorkaise transféra sa légende aux Supersonics de Seattle. Cet acte d'inélégance sera pour beaucoup le commencement d'une malédiction pour les Knicks, qui se distinguèrent par la suite principalement par leur médiocrité jusqu'à aujourd'hui. Après 2 saisons sans saveur à Seattle puis Orlando, Patrick Ewing prit finalement sa retraite le 18 septembre 2002. Bien qu'il ne fût jamais champion, il rejoignit le club des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA et son influence fut énorme sur les joueurs de la génération suivante. Bien qu'au nom moins ronflant que Michael Jordan ou Charles Barkley, avec qui il partagea l'affiche de Space Jam, Ewing fut une véritable lumière pour le basketball des années 90. Et des joueurs comme Shaquille O'Neal ne tarissent pas d'éloges à son égard. A lot of people when they talk about the greats, Patrick Ewing name never comes up, but I'm putting Patrick Ewing names in there as one of the greats. He was a great competitor, even though he never won a championship. Even at the time when you scream, "This is my house, get out." Of course. Hey, listen. I watch a lot of karate movies, and in every karate movie, the student always had to kill the teacher to become the best. So, even though Pat was better than me, I had to say that to psych myself out. But Pat was a great player, great competitor, did a lot, and, I'm putting him as one of the top 5. Une année après sa retraite, son numéro fut naturellement retiré au plafond du Madison Square Garden, tandis qu'il rejoignit le Hall of Fame en 2008. It's ironic that a young kid from Kingston, Jamaica can come to this United States and excel at the sport. As a 12-and-a-half-year-old kid, they needed another body, so he asked me to play. Told them I didn't know how to play, but they just needed someone else to help them. So I played the game, and I found out that I loved it, and it's been in my blood ever since. Encore trop méconnu, nous espérons de tout cœur que cet épisode aura permis au plus grand nombre de saisir l'importance d'Ewing dans le basketball. Jusqu'à aujourd'hui, son nom résonne encore au cœur du Madison Square Garden et le joueur est reconnu comme l'une des plus grandes icônes sportives de la grosse pomme. Oui, il ne fait aucun doute qu'à New York, la légende de Patrick Ewing ne dort jamais. If you could decide what your reputation is going to be at the end of your career, what would it be? Hopefully I'll be one of the greatest. Whenever you do something, you always want to be one of the greatest or the greatest. And I would like to be one of the greatest.